Salut tout le monde et bienvenue dans la D1, ton émission totalement foot. Mais aujourd'hui, ta spéciale CAN. Vous voyez bien qu'Arsène n'est pas là. Il a un peu mal à la tête, il a la toux, il a la gorge qui... Il n'est pas bien, il m'a dit Alex, est-ce que tu peux me remplacer? Donc je suis là aujourd'hui. On va parler des quarts de finale, on va parler des huitièmes de finale, des surprises de tous ces pays qui s'en vont, de tous ces pays qui restent et surtout du fait qu'on aura un nouveau champion d'Afrique dans quelques jours. Mais avant de commencer tout ça, je vous envoie le jingle. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un panel extraordinaire, magnifique, radieux, intelligent, bien éduqué, bien habillé et bien représenté. Yodi de retour. Bonsoir, bonjour tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Un quart de finaliste vous parle. Bonne émission. À côté de toi, un autre quart de finaliste. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Aaron et Norbert aussi. Voilà. Bonjour, et puis malheureusement, attends, je vais t'introduire. T'allais pas échapper, cher, quand même. Et puis, il a voulu parler vite. Hein. Et puis, quelqu'un qui est encore champion d'Afrique pour 11 jours, cher Nian. Bonjour, bonsoir, je suis champion d'Afrique sortant. Je sors le 14 ou le 12 février ou le 11. Le 11, c'est la finale. En tout cas, j'ai encore quelques jours en tant que champion d'Afrique, j'en profite. Et voilà, bienvenue dans votre émission de la D1. L'Égypte, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal et le Cameroun sont éliminés de cette CAN avant les quarts de finale. Qui aurait pensé que cette tournure, que ce serait ça la tournure de cette CAN il y a 15 jours, quand on se dit « Ah, la CAN commence, voici les favoris, on a tous fait notre petite liste, on a dit « Ah, ce jour-là, il y a ci, il y a ça, il y a ça ». Qui aurait pu prédire vraiment que ce serait ça, les quarts de finale aujourd'hui? Je t'en prie, comment? Bon, honnêtement, celui qui dit j'aurais pu imaginer ça, je pense que c'est un menteur, ou soit il consulte un marabout, ou soit il a une relation personnelle avec Dieu, donc je ne sais pas, mais je pense personne. Parce que l'Algérie, je savais qu'ils allaient un peu choke. Maroc, j'avais déjà dit fais attention, l'histoire de Ghana, ça peut se répéter après la Coupe du Monde 2010 parce qu'il y a une grosse pression. Mais sortir aussitôt de la compétition, surtout pour un pays comme l'Égypte, qui sont chaque fois en demi-finale, quart de finale, etc., même la finale, ou le Sénégal, jamais de la vie, j'aurais imaginé ça. Après, comme on dit, c'est la CAN des surprises. Hein. Non, effectivement, c'est la CAN des surprises. En tout cas, je pense qu'on peut même dire la CAN des émotions, parce que comme on voit, là, ça nous procure énormément d'émotions, même en n'étant pas impliqué pour une équipe ou pour une quelconque équipe. Voir par exemple une victoire comme hier, celle de l'Afrique du Sud face au Maroc, comme par exemple une Côte d'Ivoire qui avait très mal commencé son tournoi. Ouais. Désolé cher de remuer. Non, t'inquiète. Non, c'est pas grave. Mais qui sort les champions d'Afrique. Ouais. Vraiment, on se dit que tout peut arriver en fait dans cette CAN. Donc vraiment, comme Aaron l'a dit, on ne peut pas prévoir ça. Donc les parieurs, faites attention à vous. Parce que à tout moment, vous perdez tout votre argent. Tu sais, j'ai vu sur Twitter que cette CAN, c'est en fait une campagne pour... combattre les paris sportifs. Parce qu'il n'y a rien qui peut être prédit ou il n'y a personne qui peut dire que c'est cette équipe-là qui va gagner la CAN. Moi, je pense que la CAN, c'est une compétition où chaque match est différent, chaque situation est différente et ça joue à des petits détails et voilà, ça se pécache, tu vois. Parce qu'une équipe qui cherche un coach 2 jours avant le match, qui trouve un coach dans le staff, après... quelque part aussi, c'est un peu logique dans la logique de la CAN que l'équipe qui n'a pas de plan, qui cherche un coach 2 jours avant, qu'il passe et que ça se passe à merveille. Moi, je serais pas très surpris de voir la Côte d'Ivoire gagner la CAN. Parce que le scénario est un peu trop... C'est vraiment la CAN, tu vois. Donc, voilà. Avant le match, je me suis dit... ça va être chaud parce que j'aurais préféré jouer un match contre le coach Gasset que jouer contre Emers Faye parce que avoir quelqu'un qui est du pays qui prend cette défaite 4-0 à titre personnel et qui a une certaine... Parce que lui, il est ancien international aussi. Là, c'est chaud, tu vois. C'est meilleur qu'avoir un Jean-Louis Gasset sur le banc qui, après le premier but encaissé contre la Guinée équatoriale, il se prend déjà la tête et il avait déjà abandonné. Donc, c'est toujours un plus, c'est en fait un cadeau caché pour eux parce que là, ils ont quelqu'un qui est vraiment impliqué, qui aime son pays, qui a une certaine expérience aussi avec l'Afrique et ça peut vraiment le ramener loin. Yodi l'a dit,
pense que c'est pour tout le monde la même chose, que ton pays soit passé ou pas. En général, cette CAN, c'est la CAN des émotions. Je pense que là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant comprennent ce que des Sénégalais ont vécu il y a 2 ans, ce que d'autres pays ont peut-être déjà vécu plusieurs fois, parce qu'ils ont vécu des « Ah, on peut aller la gagner, on a des séries de pénalty à passer ». Mais pour des pays comme le Congo, pour nous, pour notre génération, c'est une des premières fois qu'en tant qu'adulte, on peut dire « Ok, on suit ça maintenant, on comprend le sport, on connaît les nations et le stress qu'on est en train de vivre, c'est incroyable ». Je pense que les jours de match où ton pays ne joue pas, donc ça à mort, et c'est une ambiance, on rigole, on charrie les autres. Et quand ton pays joue, tu tombes malade, t'as la grippe. Des minutes. Tu connais, c'est ce qu'on disait même avant l'émission. Arsène, c'est dommage qu'il n'est pas là, mais je pense que les 8e de finale l'ont trop. Ça l'a pas attrapé. Il y a eu trop d'émotions, tu vois. Mais en parlant d'émotions, je sais qu'Aaron vous a demandé qui était ou qui est votre MVP de ces 8e de finale, ou qui est le joueur, on va dire, et peut-être même, on peut prendre les groupes aussi avec, genre, qui sont ces joueurs ou le joueur qui vous ont vraiment fait chavirer, tout ça, tout ça. Moi, je vais commencer avec mon joueur en premier. Personnellement, dans ces 8e de finale, un joueur que je connaissais déjà, que j'ai déjà vu jouer en club, en Champions League, mais qui maintenant m'épate encore plus, c'est Aïdara du Mali. Aïdara au milieu, il a fait un match. Toi, c'est un bout que tu le connais. Tu regardes la Champions League, tu regardes la Bundes, tu connais Leipzig, tu connais. Mais là, tu vas jouer, tu dis, oh, peut-être que je dois regarder encore une fois Leipzig après la CAN. Là. Parce que le Boug est chaud, il est technique. Il donne des passes correctes. Le Mali, en général, joue du beau football. Et moi, personnellement, c'est un joueur qui m'a vraiment pris. Mais je veux savoir de vous, qui sont les joueurs qui vous ont un peu pris. Je vais commencer avec Aaron, vu que c'est ta question. Pour moi, le joueur, je vais un peu plus focaliser sur les 8e. Je pense que c'est Kessié. Ok. Parce que ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, déjà prendre ce penalty et juste le match qu'il fait, et puis il marque encore le dernier penalty, je pense qu'il faut vraiment être un leader. En tant que remplaçant. En tant que remplaçant. Malgré que normalement c'est lui le capitaine ou un des capitaines, en tant que remplaçant. Tu dois vraiment être un vrai leader, tu dois vraiment avoir vraiment un esprit vif. Parce qu'on a vu le premier penalty de Bakambu quand il devait tirer, comment il tremblait, tu vois. Et puis, truc Kessié, il a ça à la 84e minute. Donc, c'est tout un pays, surtout t'es chez toi à la maison. Tout, coup de marteau, tu vois. 87e. Tu vois, 87e, tu vois. Coup de marteau, comme disent les Ivoiriens. Tout le monde est en train de crier. Et puis toi, tu dois tirer. C'est une pression qu'on ne peut pas s'imaginer. Et il a tiré ça d'un calme. Ouais, d'un calme. D'un calme olympique. Ouais, et puis même le dernier penalty. Et puis là, j'en ai même parlé avec Brian en off. On s'est même dit que c'est une des plus grosses erreurs que le Barça a pu faire. Ah, clairement. Mais ça... De vendre quelqu'un comme Kessié. Parce que quand tu vois, c'est vraiment le Kessié que j'ai vu, que j'ai connu à l'AC Milan. Yodi. Moi, je vais plutôt retirer un joueur d'une équipe qui me plaît particulièrement dans cette CAN, c'est Gelson Dalla de l'Angola. Un joueur très fort, très bon techniquement et très pertinent, qui, je pense, actuellement qu'au meilleur but. Non, deuxième meilleur buteur. Et Nsoué, il en a 5. Mais bon, maintenant que Nsoué est éliminé, il a toutes ses chances, en tout cas, de passer au-dessus de lui et d'être meilleur scoreur. Surtout que l'Angola est l'équipe qui a marqué le plus de buts aussi dans cette CAN, je pense, avec 9 buts. C'est très possible. Ouais, non, il me semble que c'est eux qui ont le total de plus de buts. Non, Gelson Dalla, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup voir jouer. Hein. Bon, les gens ont fait un petit peu le comparatif avec Raphaël Leao. Bon, ils abusent un petit peu. Mais ils ont cherché le lien. Ouais, ils ont cherché un petit peu le lien. Ils ont cherché un petit peu le lien. Mais ce joueur-là, et je vais aussi retirer, je me permets un petit deuxième joueur dans la même équipe, qui est le 9, Mabouloulou, hein, avec cette finition chirurgicale. Non, que très peu d'attaquants africains comme européens, comme sud-américains peuvent faire. Non, il faut être honnête. Donc maintenant, voilà, je suis content de voir une équipe d'Angola aussi efficace. Maintenant, ils vont faire face à leur véritable premier défi de la CAN, qui sera le Nigeria. Ça ne sera pas facile, mais je pense que honnêtement, ils ont les armes pour faire créer quelque chose. On va revenir sur l'Angola tantôt et sur ce match contre le Nigeria. Mais cher, j'aimerais bien savoir de toi aussi, qui est le joueur qui t'a fait un peu les Tchololo? Les Tchololo, je ne vais pas parler des Sénégalais parce qu'il y en a beaucoup. Mais hors Sénégal, il y a eu Jean-Michel Seri qui n'a pas commencé la compétition, qui est entré en 8e de finale, qui a fait un match taille patron. Quel match il a fait. Oui, et sans rythme aussi parce qu'il a joué 120 minutes, sans aucune minute dans les jambes. Dans la compétition. Il est entré avec une certaine sérénité, propreté, il a fait aucune mauvaise passe, 100% de passe réussite.
un calme, parce qu'à un moment donné, il doit donner un coup franc, il est là, il marche au chewing-gum, il n'a pas de stress, ouais, il est serein, tu vois. Donc, moi, j'ai aimé ça parce que c'est un joueur aussi que j'ai kiffé auparavant, parce que moi, je suis quelqu'un d'un peu nostalgique. Lui, il est à la fin de sa carrière, mais il a toujours cette classe, un bon niveau, et ça m'a bien surpris. Il était aussi dans ma liste de 2-3 joueurs que je voulais nommer parce que moi, je suis un amoureux du numéro 6. Tout le monde qui me connaît, c'est le milieu défensif. Ça me donne des émotions. Ça me procure des... Hein. Là, j'ai vu un vrai numéro 6, comme je les connais. Ouais. Devant la défense, entre ces deux défenseurs, petit triangle là comme ça, on joue au foot. Ouais. Donne-moi la balle, je remets. Remets-moi la balle, je tourne. Tu as la balle, je tacle, je cours. Il était partout, tu vois. Et comme tu dis, d'avoir un joueur qui... Surtout en équipe nationale, je trouve toujours que c'est lourd d'avoir un joueur qui, malgré qu'il n'a pas joué, malgré qu'on n'a pas compté sur lui, c'est que j'ai une expérience, je suis important pour mon équipe. D'office, il encadre les jeunes, mais il est prêt, tu vois. C'est des bouts qui sont prêts. Tu n'as pas besoin de lui donner un plan tactique. Tu lui dis, c'est bon, on joue comment ? 4-4-2, ça va. 4-3-3, ça va. Je connais. Tu vois, j'ai déjà joué au foot, je connais. Facilement. Et de sortir un match comme ça contre le Sénégal, qui est quand même la meilleure ou une des meilleures équipes d'Afrique, c'est ça qui rend encore l'exploit encore plus, tu vois. Ouais. Et moi, vraiment, il m'a épaté parce que jouer 120 minutes sans avoir joué une minute ou sans avoir vraiment joué à la CAN, en plus dans ce tomber en 8e, dans le contexte, vous jouez à la maison, vous avez ramassé 4-0, vous êtes qualifié, mais vous ne deviez pas vraiment être qualifié, vous avez suivi le coach. C'est des scénarios. C'était chaotique. En plus, même dans le match, tu vois, ils sont menés, ils font rentrer tous les attaquants possibles. Donc c'est vraiment un match. C'est une dinguerie de voir là un gars qui s'est dit, écoute, moi, je ne vais pas stresser, je vais faire mon match. Ça m'a fait plaisir de ouf, tu vois. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait des embrouilles dans l'équipe, dans les phases de groupe. Il est toujours là en train d'être le tonton, de fédérer entre les joueurs et de rassembler les troupes. Et ça aussi, c'est louable. On a parlé des joueurs qui nous ont fait plaisir. Mais quels sont les moments préférés de cette 8e de finale ? Parce que je pense que du côté néerlandophone aussi, on couvre la CAN tous les jours et on n'arrête pas de dire en fait que c'est vraiment une promo pour le foot, cette CAN. Ouais. Je pense que pour le supporter neutre, il s'est vraiment fait, je ne vais pas le dire parce qu'il y a des parents qui regardent, mais il s'est fait le fait qu'on ne peut pas suivre ça en Belgique à la télé. Tu vois. On doit se débrouiller. Nous, maintenant, on a installé un IPTV pour pouvoir checker ça. Mais en vrai, si tu es à la maison, tu dois aller sur des sites bizarres, des trucs comme ça. Et tu rates vraiment un tournoi. Incroyable. Si tu es un amoureux du foot, c'est le meilleur tournoi à suivre en fait. Parce que tu vois que des bons matchs, tu vois que du spectacle. Comme tu dis, il y a l'Angola, ils ont des attaquants, tu ne connais pas, mais ils sont là. Ils te font des finitions où il peut se déchirer l'adducteur. C'est incroyable, tu vois. Et dans cette idée-là, je me suis dit, en lisant ta question, je me dis, c'est un bon truc à demander en fait dans ces 8e de finale. Il y a eu tellement d'émotions, mais quel était pour vous le moment ? Et ça peut être votre pays ou un autre pays que vous avez dit, non, ce moment-là, vraiment, c'est le meilleur moment pour moi. Vas-y, tu veux commencer ? Je pense, moi je veux commencer, mais je pense que tout le monde le sait. Je pense que c'est pas besoin de le dire. Hein. Ce penalty décisif de Lionel Mpassi. Ce penalty, je sais pas en fait comment vous expliquer l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. La séance de penalty que j'ai regardée à moitié parce que mon cœur allait lâcher. Quand j'ai vu le gardien Gabaski qui a raté son tir au but, je me suis dit, là, un but et on part en quart. En fait, je sais pas. C'est que c'était tellement en fait un moment d'émotion. Je suis passé par toutes les émotions, la joie, la prière, la colère parce qu'ils m'ont fait vivre. Ils ont failli me faire lâcher mon cœur. Tu vois ? Je suis qualifié. Et ouais, non, franchement, je suis passé tellement par tellement d'émotions que je pense même de toutes mes années de vie, j'ai jamais vécu ça devant un sport même que ce soit le football ou à quelconque autre sport. J'ai jamais vécu une telle émotion. Non, moi c'est la même chose. Après, il faut que j'explique le contexte. Tu vois, j'étais chez mon ami à la maison, donc il y avait toute sa famille. On était là, on regardait le match et tout. Et maintenant, je me disais, dans la communauté congolaise, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de tension. Ouais. Maintenant, j'ai aperçu que j'ai dit que, bon, comme il y a des gens qui ont ça dans ma famille, j'ai dit peut-être j'ai aussi. Pendant les pénaltys, j'ai dit peut-être que j'ai. Peut-être que j'ai. Pourquoi ? J'ai jamais ressenti une émotion tristesse, colère, joie en même temps. C'est ouf. Tu vois mon cœur. Moi de l'eau. Je suis mais c'est un match de foot, frère. Je suis en train de respirer, en train d'hyperventiler. Je commençais à transpirer. Je n'arrivais pas à boire. Je n'arrivais pas à boire. Après, il y avait le petit, tu vois, petit calage de mon petit frère 10 ans qui criait. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois.
Et puis, comme Passy, tu vois, comme Passy, vraiment, j'étais insulté pendant le match, mais tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni, tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni, je répète. Tu vois, quand Passy, il a souri, là, j'ai dit, je sais pas avec quel ange tu as parlé, mais il va marquer. Il va marquer. Quelqu'un qui va tirer le pénalty, il sourit. Il sourit. Tu vois, quand il a souri, j'ai dit, c'est bon, on est qualifié. Mais après, à un moment donné, mon cœur, il a fait. Tu vois, après des temps de tentation, il a fait. Donc, vraiment, pour moi, c'est le meilleur moment. Mon moment. Top 5 dans ma vie, j'ai dit. Moi, je t'avoue que je ne l'ai pas pris comme meilleur moment pour les mêmes choses que vous venez de dire, en fait. Oui, quand le gardien marque, Ouais. franchement, T'es c'est soulagé. comme si... En fait, c'est comme si moi, je devais prendre une décision Ouais. très importante pour ma vie. Moi, les pénaux, j'ai vécu ça comme ça. Ouais. Comme si c'était moi qui prenais une décision qui allait impacter ma vie. Enfin, limite, tu veux un gosse ou tu veux pas un gosse. Ouais. Mais c'est pas moi qui tiens le truc en main, Ouais, tu vois. ouais. Et puis le gardien de l'Égypte rate. Ce gardien qui, faut le dire, simule des blessures, fait perdre du temps, Ouais. fatigue l'adversaire. C'est lui qui devait rater pour moi, il rate. Si je peux rajouter, c'était censé être un monstre dans l'exercice. Ouais. Mais il n'a arrêté aucun ballon. Donc, Et je dans tiens à cette rajouter situation-là, il marque. Et je peux pas dire que c'était le meilleur moment des huitièmes parce que au moment où il marque, je célèbre, je crie, j'ai les larmes, on se fait des câlins ici avec Dréré, Randy, Andy, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je me rends compte que, gros, je pense que je suis tombé malade pendant ce match. Ouais, de ouf. Non, Gros, c'est juste- je me sens c'est- physiquement pas bien. Je commence à avoir mal à la gorge, mal à la tête. J'ai dit, je pense que le stress était tellement élevé Ouais. que ça a vraiment impacté mon corps. Je suis malade. Ouais, ouais, ouais. J'étais papa congolais pendant un jour. Du coup, meilleur moment, oui. Mais voilà, les T'as capté. conséquences. Les Cher. conséquences. Non, mais quand j'entends parler, je pense au penalty de Mané qui fait toujours le tour parce que ça fait 2 ans maintenant, mais il y a toujours les vidéos. Et la sensation que vous avez eue dans le match en live, vous allez l'avoir jusqu'à je sais pas quand. Donc, je vous dis déjà de profiter de ces moments-là. J'aurais dit aussi que quand l'Égypte sort, je suis très content parce que c'est une équipe qui joue jamais au foot. Comme tu as dit, ils gaspillent du temps, ils ne jouent pas, ils défendent, ils comptent sur les pénaltys. Donc, je suis très heureux quand ils sortaient. Mais le meilleur moment, ça sera la qualification de la Guinée parce que j'ai vu l'émotion que ça a procuré au coach Kaba Diawara, qui est aussi ancien international, qui a cru en son projet parce que ça fait quelques années qu'il est là-bas. Et c'est une équipe aussi qui n'a jamais passé les huitièmes de finale. C'était un plafond qui n'arrivait pas à briser. Donc, le revoir se qualifier, la joie que ça leur a procuré, la manière dont ils sont qualifiés, parce que c'était vraiment la dernière seconde du match. Donc voilà, c'était un moment très, très, très beau à voir, les émotions, la joie. Donc voilà, je vais prendre ça comme moment la plus belle. Moi, franchement, et c'est pas en mode haineux, mais c'est quand même l'élimination du Maroc. Oh Parce que. non, mais regarde. Tu vois, quand les huitièmes commencent, Ouais. en fait, les huitièmes commencent, il y a déjà des équipes qui sont sorties en groupe. Mhm. Donc tu commences à te rendre compte, il y a moins d'équipes à affronter que tu pensais. Ouais. Et puis, hier, quand le match commence, on se rend compte, on dit, le Sénégal aussi maintenant est sorti. Mhm. Donc en fait, tu dis, il reste qui Ouais. Vraiment d'équipes qui font peur. Ouais. Il reste le Maroc. Et il joue contre une équipe et un pays que moi, franchement, en termes de football, j'apprécie trop l'Afrique du Sud. Parce qu'ils ont les Cassifleva. Ouais. C'est des bouts qui sont là, ambiance, ils dribblent, ils chic, ils tchac et tout. Ouais. Mais j'y croyais pas. Parce que je les voyais trop fébriles. Là. Mais il y a mon gars Hugo Bros qui coach là-bas. Mm. Ma légende. Hugo. Le go boss. L'Afrique du Sud marque le premier, j'y crois toujours pas. Je dis le Maroc va revenir, ils ont des occasions par rapport. Et puis Hakimi rate le penalty. Moi, c'est pas le fait de dire ah ouais, Maroc dort, c'est de me dire oh, mais si eux sortent, Qui peut nous vaincre? qui peut nous vaincre? À partir du moment où j'ai fait ce clic-là, j'étais sud-africain, de ouf. De ouf. Et les Bougs, en plus, ils marquent le premier goal, ils dansent. Mais ils dansent, ils zaillaquent, ils abusent. Donc moi, je suis en mode, les gars, focus. J'ai envie de rentrer dans l'écran et dire, les gars, concentrez-vous, T'es déjà retournez, dans la Mapiano. retournez à votre... Non, ils sont là. J'ai dit, ils sont trop confiants. Ouais. Et puis arrive le coup franc. Quel goal? Il met la balle. Il prend ses pas en arrière. Et moi, je me dis, pourquoi tu veux tirer? Si vous passez, tu auras déjà ton transfert. Tu n'as plus rien à prouver. Ouais, c'est vrai. Va dans le coin. Va faire les trucs des Égyptiens. Bloque la balle. Ouais. Gros, rentrez-vous dedans. Dadada. Il frappe lui calme. Pouf, calme. Mais l'émotion que j'ai sentie de savoir que il n'y a plus vraiment un gros. Ok, il y a le Nigeria et le Mali, on en parlera. Mais il n'y a plus ces équipes qui faisaient peur là Oui, c'est vrai. sur le chemin du Congo. On est bien. M'a procuré une émotion
Où est-ce que j'ai pas eu le stress parce que je suis ni marocain ni sud-africain. Mais j'ai eu ce plaisir. Où est-ce que le Congo, j'ai eu trop de stress pour dire que c'était mon meilleur moment de la semaine. Parce que j'étais vraiment physiquement malade. T'as été atteint. Mais parlons de quelques matchs. On a déjà vite fait parler du Congo. Je pense qu'on peut, encore une fois, vite fait revenir à ce match. Un match super stressant. Jouer contre une Égypte qu'on connaît, qui sera toujours la même Égypte, qui est dure à jouer, qui maîtrise ce jeu de perdre du temps, de mener, de tic, de tchag, marquer sur un penalty. Il maîtrise ça à merveille, tu vois. On arrive quand même à faire ce match nul. On arrive au penalty. Et on va pas se mentir, est-ce que quelqu'un ici pensait que le Congo allait gagner ses penalties? Non. Franchement, moi, je me suis forcé à garder espoir. Mais vraiment forcé. Parce que dans ma tête, je me disais, les pénaltys, en fait, j'avais le flashback des pénaltys à la CAN 2019, je crois, contre Madagascar, où on fait une séance de pénaltys, mais tellement médiocre. En fait, j'avais vraiment ces flashbacks en tête et je me suis dit, non, je retire. Il y a des bons joueurs. On sait tous tirer des pénaltys et tout. Donc, franchement, j'y ai cru, mais on va dire, allez, à 60%. J'avais quand même une part de moi qui disait que il y a quand même de très bons tireurs, surtout quand on pense au penalty que je crois que c'est Moustapha Mohamed qui a mis ça durant le match là. Pleine lucarne imparable. Je me dis s'ils tirent tous comme ça. Ouais, c'est Mzi. Moi, ça m'a mis douche, je crois. Ouais. Et en plus, justement, dans la séance de tir au but, c'est Moustapha Mohamed qui rate ce même tir au but, on va dire. Et là, la confiance a augmenté. Mais j'arrivais quand même toujours pas à regarder cette séance parce que. Mais j'y croyais, tu vois. Je préférais écouter. Entendre les commentateurs dire ouais, tel joueur a marqué, tel joueur a raté, plutôt que de voir ça de mes propres yeux. Okay. Mais bon, voilà. Ouais. Donc moi, j'y croyais quand même un peu. Est-ce qu'on peut aussi dire que la RDC a une des meilleures défenses de la CAN? Parce qu'on encaisse très peu de goals. Une des meilleures défenses, oui. Mais une grosse faiblesse sur les coups de pied arrêtés. Ouais, beaucoup trop. Ça, c'est une grosse faiblesse. Mais dans le jeu, c'est une des meilleures défenses du tournoi. Une des meilleures défenses. Parce que pour moi, en fait, je trouve que HSL Mbemba, il est vraiment très important dans ce rôle-là défensif, parce que pour moi, avec des Moussouakou, il dirige un peu cette défense, comme à l'époque on disait le 4 ou le 3, c'est lui qui vous devez suivre sa ligne. Et j'ai l'impression avec la RDC, c'est ça qu'on propose et c'est ça qui nous fait du bien aussi dans notre jeu, parce que je pense que si on avait une défense fébrile, comme à l'époque, on aurait encaissé 2 ou 3 goals. Il ne faut pas aussi oublier que le gardien passe à un moment un contre un, là, il arrête aussi. Il fait son match. Il fait son match. Contre l'Égypte, il fait son match, il n'y a rien à dire. Il arrête aussi. Donc il y a cette sûreté défensive où je me dis aussi, qui est aussi nouveau pour moi, pour la RDC, où je me dis aussi, ok, on a un bon milieu def qui est Piquel, on a une bonne défense, on a un gardien, on peut dire, on ne va pas encaisser beaucoup de goals. Et le seul problème aussi, parce que comme moi je l'ai dit, vers la fin du match, à la 80e minute, jusqu'à la 105e minute, les Égyptiens, ils étaient KO. Ils étaient KO. Ils étaient cuits. Ils étaient vraiment cuits. Si on avait un vrai neuf, je te promets, on aurait mis 2-3 goals. 2-3 goals. Parce qu'offensivement, pour moi, le problème avec la RDC, c'est que, par exemple, on avait des joueurs comme Echa qui sont rentrés. Bon, Grady, pour moi, c'était pas assez. Mais pour moi, c'était vraiment l'apport offensif. L'apport du neuf qui n'était pas assez. Bakambu, qui était inexistant que pour moi il est indéfendable, même si j'ai essayé beaucoup de le défendre par rapport à son statut, mais on l'a vu encore inexistant, et c'est lui qui m'a vraiment déçu, c'est Simone Banza. Mais après, est-ce que tu dirais pas que ce problème offensif-là est dû par exemple à une équipe qui est un peu hachée? Parce que je sais pas si tu avais entendu, mais il y avait une stat qui disait que le joueur RDC qui cassait le plus des lignes, c'est Chancel Mbemba. Ce qui est pas normal, normalement, tu vois. Ce qui est vraiment pas normal. Normalement, il doit avoir, tu vois, ce milieu-là, cette plaque tournante qui ramène le ballon de la défense vers les attaquants. Mais souvent, nos attaquants reçoivent des ballons dus à des longues transversales de Mbemba ou alors une petite percée de sa part. Mais souvent, moi, je trouve que dans les transitions offensives, nos milieux de terrain qui sont vraiment excellents, Moutoussamy Piquet, notre double pivot qui est excellent, je trouve que dans les transitions offensives, ils sont beaucoup trop peu présents. Mais ce ne sont pas des... Oui, ce ne sont pas des créateurs. Ce ne sont pas des créateurs. Le problème, c'est que le vrai créateur que tu as normalement dans ces situations-là, c'est Kakuta. Le seul problème que Kakuta il a, et c'est vraiment son seul problème, c'est qu'il est trop lent. Trop lent dans son exécution. Parce qu'après, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il a une passe incroyable, il a la vision, des trucs comme ça. Le truc aussi, c'est que les 3 attaquants qu'on a, si on prend Banza, Maele et Bakambu, c'est que c'est des attaquants qu'il faut servir. Voilà. Tu vois, Bakambu aussi, c'est un attaquant qui a l'habitude normalement de jouer avec 2 attaquants, qui peut tourner autour de son coéquipier. Donc, c'est des gens qu'il faut servir. Mais si on est honnête, le seul bon centreur qu'on a, c'est Masuaku.
Ouais. Ouais, Ça, va. il n'y a rien à dire. Ouais, Issa, faut c'est être pas un bon honnête. centreur. Meshak, c'est pas un bon centreur. Kaloulou, c'est pas un bon centreur. Même Silas, quand il rentre, c'est pas un bon centreur. C'est aussi quelqu'un qui rentre toujours son pied droit, qui va pas donner ses centres du pied gauche. Donc, à un moment donné, je pense que on n'a pas l'attaquant qu'on a besoin dans le système ou qui peut apporter ce qu'on demande dans ce système-là, tu vois. Et eux, maintenant, payent un peu les pots cassés parce qu'ils jouent dans un système qui n'est pas vraiment fait pour eux. Ouais. Maintenant, je trouve quand même que c'est aussi les autres joueurs qui doivent un peu plus s'appliquer parce qu'on a des joueurs de qualité, que ce soit un Bongonda, que ce soit un Wissa, que ce soit un Meshak, devraient pouvoir servir ces gens au moins 3-4 fois par match. Surtout qu'on a beaucoup de transitions, on a beaucoup d'opportunités. Et par exemple, un Meshak, pour moi, il fait un très bon match. Mais il y a 2 ou 3 actions, est-ce qu'il prend une mauvaise décision qui peut vraiment décider le match déjà plus tôt, tu vois. Comme En début, tout début de ouais, match, ouais. il y a le Début de 1 match, contre 1, ouais, tu et- vois qu'il freine, en une fois il frappe, parce que tu te dis, mais continue et frappe. Donc c'est des petits trucs comme ça qui font que si eux maintenant ils mettent 2 buts, on gagne 2-0 et on dit ouais, Bakambu il n'a pas eu d'occasion, mais il a travaillé, il a un peu pesé sur la défense, on change peut-être notre avis, tu vois. Ouais. Et moi aussi, je suis pas forcément le plus grand fan de Bakambu en sélection, même si je pense qu'il pourrait beaucoup plus apporter en tant que remplaçant que titulaire. Parce que le rôle qu'on lui donne maintenant, c'est pas lui qui va vraiment Qui va porter ce assumer rôle-là, ça. tu vois. Donc je pense que c'est un peu, d'un côté, oui, on doit les critiquer, mais d'un autre côté, je pense que c'est l'apport qu'ils reçoivent qui est pas assez, tu vois. Ou est-ce qu'un Bongonda, moi je trouve que quand il commençait sur le flanc droit, par exemple, il était très bon. Ouais. Je pense qu'en 10, C'est pas assez. il est bon quand il a des actions individuelles, mais c'est pas lui qui va forcément Oh. distribuer, tu vois. Ouais. Et un Parce qu'il- Kakuta, il distribue bien, mais il est trop lent. Donc, Parce- il nous manque, je le dis, hein, il nous manque 1 ou 2 joueurs pour vraiment dire ah, cette équipe-là, elle va faire mal. Parce que, et là, tu as raison, le bloc défensif, quand tu prends les 4 et les 2 milieux def, on est bon. Tu vois. Ouais. Mais toi, en tant que supporter neutre, comment Neutre, tu as vécu ce match bah, je dirais que Bakambu, on voit pas l'impact qu'il a sur la défense à la télé ou de notre fauteuil parce que je pense que c'est quelqu'un qui pèse énormément sur la défense parce que c'est pas qu'il commence les matchs à chaque fois et qu'il a aucun apport ou qu'il est nul parce que je pense qu'il marque pas les buts ou il rate des occasions, oui. Mais niveau peser sur la défense et en fait épuiser la défense au moment où Silas ou un autre attaquant entre et va finir le taf, lui, son travail est hyper, ingrat, tu vois. Parce que lui, il doit peser 80 minutes, 70 minutes, 60 minutes sur la défense ou jouer sans le ballon et courir, peser sans vraiment faire des actions avec le ballon ou marquer. Donc, c'est un peu difficile de voir sa qualité à la télé. Mais je pense que le coach, lui-même, il sait qu'il est très utile dans le 11 parce que moi, je ne pense pas qu'il va commencer tous ces matchs-là en n'ayant aucun apport au niveau, comment dire, il y a une hiérarchie, ok, mais je ne pense pas que ça pèse autant dans la décision du coach parce que De Sabre, c'est un coach très pragmatique. Lui, s'il n'aurait pas eu cet apport-là, il l'aurait mis sur le banc d'office. C'est ça que je crois, moi. Et je pense qu'un Meshak, son problème, c'est vraiment qu'il est un peu trop brouillon. Des fois, il pousse le ballon, il pense que... Je sais pas, Il n'est pas concentré. il est rapide, mais il ne faut pas abuser non plus. Il pousse le ballon jusqu'à la ligne. Et Bongonda qui fait des bons matchs, mais il s'épuise très, 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 très vite parce que lui, il sort après 60 minutes, 50 minutes parce qu'il est déjà cuit. C'est ça qu'il manque, en fait, cette régularité dans les matchs où il performe de la première minute jusqu'à la 90e parce que lui, ce qu'il peut apporter, s'il sait apporter ça davantage, ben, vous aurez une très belle équipe. Et comme il dit Kakuta, moi j'aime beaucoup le joueur. Je comprends qu'il est un peu lent, il est un peu plus vieux maintenant. Mais niveau qualité aussi, c'est top. Memba aussi, j'aime beaucoup son leadership et la calme qu'il apporte à l'équipe. Et mis à part sa bourde du premier match, Mpassi, c'est un coach c'est un gardien qui... il n'est pas bon au pied, mais quand il faut prendre les ballons, il est là, tu vois. Donc, ouais, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui est dure à battre aussi. Je vois ça, pas. c'est Très, très Ouais, dur. C'est la plus grosse qualité du Congo, je Voilà, pense. Elle et- est dure à battre. Voilà, parce On que n'a encore gagné aucun match dans les scores. Balek, le Portugal, ils sont Ouais. devenus champions d'Europe Ouais, c'est comme que ça. j'ai dit 2016, Balek. ouais. c'est ça le truc. Parce que on peut pas dire que c'est ça le facteur X pour gagner, mais on sait que pour les battre, il va falloir vraiment charbonner pour marquer un but ou même prendre l'avance sur eux. Et quand ils sont arrivés aux séries de pénalty, moi j'ai directement repensé aux dernières séries de pénalty de l'Égypte. Ils ont tous perdu parce que la finale, la CAN, et aussi pour les Coupe du Monde aussi, ils ont perdu, tu vois. Donc ça joue aussi, c'est un ascendant mental qu'ils doivent déjà retourner.
Mais aussi, tu avais aussi, comme Yodi disait, moi, je me rappelle aussi Madagascar, la surprise de cette canne-là. Donc, j'étais un peu dubitatif, mais quand je pense au fait qu'il y a un momentum qui était du côté du Congo, l'Égypte ne proposait... Moi, je suis vraiment très heureux que tout le monde voit, en fait, le monde entier voit que l'Égypte, c'est vraiment une équipe détestable qui ne joue pas au foot. Parce que... Non, mais je me rappelle qu'on avait fait... Il y avait le truc des lasers à Dakar. On s'est fait punir. Mais là, les gens ont compris pourquoi on a mis les lasers. Parce que... C'est pour ça. C'est pour ça. Parce qu'on est allé au Caire, match aller, ils nous ont... Il y avait des lasers partout. Il y avait pas de sanction, rien. Et c'est une équipe, ils ne jouent pas au foot. Ou tu prépares un match, vous dites, on distribue des lasers. Ça a quoi à voir avec le foot? Donc nous, on s'est dit, match retour, on met le laser aussi. Et voilà, ça a payé. Et c'est une équipe vraiment... Moi, j'aime la ligue égyptienne. Les Al Ahly, tout, je respecte. Mais la sélection égyptienne est détestable. Je ne joue jamais au foot. Donc je suis très content de le revoir sortir et j'y ai cru jusqu'à la fin parce que moi, s'il y a une équipe qui peut les sortir, je me dis c'est le Congo parce que dans la CAN, il y a des équipes qui sont... C'est pas explicable. Tu peux pas dire que c'est ce facteur-là, mais tu sais que pour qu'ils sortent, ça va être très difficile. Le Congo passe en quart de finale, affronte la Guinée. Qu'est-ce qu'on pense que le Congo peut faire contre la Guinée? Et est-ce que, d'office, c'est clair, on doit avoir peur de tout le monde. Ça, cette CAN, elle a prouvé. Il faut avoir peur de tout le monde. Il faut être humble. Mais quand on voit ce qu'on a fait contre l'Égypte, est-ce qu'on se dit que le Congo doit normalement se qualifier contre la Guinée? Qui veut commencer? Je peux commencer un petit peu. Moi, personnellement, c'est depuis même le 1-1 contre le Maroc que je me dis que le Congo ne doit plus craindre aucune équipe. Peu importe quelle équipe. On m'a insulté quand j'ai dit ça. Non, mais c'est vrai. On m'a insulté quand j'ai dit ça. Ce match-là, même pour moi, personnellement, on devait le gagner. On devait remporter ce match. Malheureusement, voilà, manque d'efficacité, surtout sur l'action de Toussami. Donc maintenant, une équipe de Guinée qui a quand même fini 3e. Bon, il faut faire attention au 3e de groupe parce que voilà, c'est des équipes qui peuvent être compliquées à jouer. Mais non, le Congo a toutes les clés pour remporter ce match. Toutes les clés pour remporter ce match. Maintenant, comme on dit, dans cette CAN-là, personnellement, je ne vois pas d'équipe en termes de jeu et de prestations footballistiques vraiment au-dessus du lot. Mais c'est plus sur des faits de match ou sur un pragmatisme de leur coach que ça va se jouer. Donc maintenant, si le match est compliqué, ce sera vraiment à deux sabres, je pense, de s'adapter en fonction, de faire les changements au bon moment. Comme on l'a vu au deuxième match contre le Maroc, il les a fait au bon moment. Il avait pris un petit peu des leçons, des erreurs qu'il avait fait dans son premier match contre la Zambie. Donc maintenant, ça va être, en fait, c'est au coach et à la mentalité des joueurs sur le terrain et à eux de faire le travail. Mais il y a en tout cas, il y a toute la place pour aller en demi-finale. Et moi, d'abord, j'ai un petit message à passer avant d'entamer le match. Je tiens un truc à dire. J'avais posté une vidéo sur TikTok après la victoire, la qualification du Congo pour les quarts. J'ai eu beaucoup de messages. Des gens au pays, des gens à Lubumbashi, à Kananga, en Ituri, à Mbuji-Mayi, à Kinshasa, qui m'expliquaient comment ça s'est passé après les rencontres. Les gens sont restés dehors jusqu'à 4h du matin. J'ai des témoignages où les gens disent qu'ils ne sont pas allés au boulot pour ce match-là. Maintenant, les joueurs des sabres. Je tiens à vous dire, au Congo, il y a tout. Il y a la guerre, il y a les manques de travail, il y a quoi encore? Il y a la famine, il y a les pillages. En fait, au Congo, il y a tout. Tout ce qui est bon, il y a au Congo, et tout ce qui est mauvais, il y a aussi au Congo. Maintenant, il faut savoir, c'est un pays où il y a 100 millions d'habitants. Plus la diaspora qu'on oublie aussi. Si vous pouvez nous rendre heureux, on demande rien. C'est que nous, les Congolais, on ne demande pas beaucoup. On demande juste d'être heureux. Si vous pouvez rendre, même pas pour moi, ces gens-là qui ne mangent pas, ces gens-là qui manquent de moyens, juste heureux grâce au foot. Parce que les messages là que j'ai vus là, ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment touché. Vous avez à réussir à unir les Congolais. Vous avez à réussir à unir les Congolais à travers un match de foot. Moi, je me suis dit, si c'est à travers le foot que vous pouvez créer cette union et cette communion d'être un Congolais, faites-le, les gars. Parce que c'est pas un match comme ça. C'est pas un match comme ça. Les quarts de finale, là, le Sénégal est sorti. Tous les grandes nations sont sorties.
Là, on doit aller jusqu'en finale. Je l'ai dit aujourd'hui. Moi, j'étais le même. Moi, Aaron, j'ai dit le même. Moi, j'étais le même qui disait, oh non, le Congo va rien faire pendant le CAN. Là, aujourd'hui, je ne veux plus rien savoir. On doit gagner cette CAN. Ça m'a trop touché. Ce match-là, ça m'a trop touché. Les gars, je vous en supplie, je ne vais pas mettre à genoux, je me mets qu'à genoux devant Dieu. Je vous en supplie, faites-nous honneur. Juste un petit but. Juste un petit 1-0. C'est que c'est pas beaucoup. 1-0, on va au penalty, on gagne. Parce que vous voyez la Guinée. La Guinée, c'est une bonne équipe. Maintenant, la Guinée a aussi des failles. Parce qu'on va dire que nous, notre qualité, vraiment, on va dire la vérité au jour d'aujourd'hui, c'est la défense, le milieu def et le gardien. Maintenant, la Guinée, quand tu regardes bien leur match, leur attaque, c'est pas les attaques comme par exemple le Maroc ou tout ça. C'est-à-dire que normalement, non, c'est pas comme le Maroc. Attention. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'attaque du Maroc, cette CAN-ci n'était pas top. Non, elle n'était pas top. Mais moi, je te parle en termes de globalité. On parle de CAN, non? Oui, on parle de CAN. Si on va aller dans la CAN, normalement, avec ce qu'on propose défensivement, on n'a pas le droit d'encaisser de goal. Normalement. J'ai bien dit normalement. Donc, c'est-à-dire que maintenant, Bakambu, Meshak, Bogonda ou je sais pas qui, c'est juste 1-0. C'est tout ce que je demande. Moi, je demande pas beaucoup. Moi, si on doit jouer comme l'Égypte, il faut jouer comme l'Égypte. Juste 1-0. On connaît au penalty qu'on gagne. Mais les gars, on doit se qualifier, on doit gagner cette CAN. C'est tout ce que j'ai à dire. On doit gagner cette CAN. Maintenant, parce que tu l'as dit, je pense l'importance du foot pour certains pays, que ce soit ici ou sur le continent, c'est vrai qu'on l'a déjà vécu pour d'autres pays. Tu vois, maintenant, ce que tu dis, c'est vrai que genre, en ce moment, on sent que le foot est en train d'unir encore plus les gens et le pays. C'est vraiment un truc qui est positif et qui est bien, tu vois. Ouais. Mais un pays qui a déjà connu ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire, ils ont déjà connu ça. Génération Drogba, un moment où vraiment il y avait des soucis dans le pays. Le foot a uni le pays et a fait en sorte qu'ils ont même pu arrêter des guerres civiles et ce genre de choses. Mais c'est pareil. Exactement. Maintenant, le Sénégal a dû affronter cette Côte d'Ivoire-là, qui a déjà vécu ça une fois. Qui maintenant, après 20 ans, ou 24 ans, je pense, 24 ans, réorganise la CAN chez eux. Ou même plus que 20 ans, je pense. Je pense que c'était... La dernière fois, c'est peut-être C'est 40 ans. en 2000. Hein. Non, c'est 80, les années 80. Ouais, la dernière fois. Donc ça fait C'est 40 ans qu'ils 84, n'ont je plus pense. organisé la CAN. Ouais. Ils organisent la CAN chez eux. Comme je dis, un pays qui a déjà vécu ça, de se faire unir par le foot, qui perd en groupe, qui dame 4-0 à la maison, qui reçoit une deuxième chance. Et ça, c'est le pays maintenant que le Sénégal a dû affronter. Ouais. Toi qui as vécu le match différemment que nous, parce que là, c'est ton pays qui joue. Ouais. Comment as-tu vécu le match? Comment est-ce que tu as vu ton Sénégal? Et où est-ce que tu as vu forcément un moment que la Côte d'Ivoire a commencé à prendre le dessus et à tourner le match? Parce que moi, je trouve personnellement que le Sénégal a bien commencé le match, bien entamé. Ils ont marqué rapidement, il y avait une bonne intensité. Et à un moment donné, tu as l'impression que c'est eux qui lâchent un peu le match, en fait, et qui laissent la Côte d'Ivoire revenir. Mais est-ce que toi, tu l'as senti comme ça? Ouais, je pense qu'on s'est compliqué le match tout seul. Hein. Si après le but, on continue à presser, à jouer notre jeu, parce qu'on n'a pas joué notre jeu dernier match, c'est ça qui nous a tués, en fait, de pas jouer notre football, d'être trop attentifs, en fait. Parce que notre meilleur joueur ce match-là, c'était Mendy. Parce que lui, il a encore montré pourquoi il est ce gardien classe mondiale dont on parle. Il nous a sauvés parce que sinon, ça n'allait jamais aller jusqu'aux prolongations, au penalty. On aurait perdu dans les 90 minutes. Donc, après avoir marqué, on s'est contenté du petit but, de cette avance-là. Et je pense qu'on commence le match avec deux milieux de terrain. Pape Gueye, qui est très, très essentiel dans notre équipe, qui n'était pas disponible ce match-là. Et il décide de commencer le match avec Pape Matar Sarr et Lamine Camara, qui sont hyper talentueux et hyper jeunes, mais face à trois milieux de terrain ivoiriens comme Fofana, Seri et je ne me rappelle plus du troisième, Sangaré, eux à trois, faut au moins mettre aussi trois milieux de terrain, tu vois. Donc, ils se font bouffer au milieu de terrain et c'est là-bas que ça se perd. Et puis, quand Sangaré sort sur blessure, c'est Kessé qui rentre. Voilà. Et, non, mais, voilà. Et donc, à un moment donné, Cissé devait se dire, je fais entrer, il y a Ganagay sur le banc, il y a Pathé 6 sur le banc, il y a encore d'autres milieux de terrain qui sont, même Kouyaté qui est sur le banc. J'ai une question. Tu penses que c'est à ce moment-là que Aliou Cissé devait se dire, ok, on est dans une situation où, tu vois, parce que pour moi, les Pape Matar Sarr et Lamine Camara qui a fait un très grand démarrage de cette CAN, est-ce qu'il devait se dire, pour des matchs comme ça, les gars, c'est là où on doit mettre l'expérience plutôt que le niveau? Je pense que
il commence le match assez bien. Donc là, j'ai rien à dire. Mais du moment où tu vois que tu te fais bouffer au milieu et qu'il y a 3 gaillards au milieu contre 2 petits jeunes frêles aussi. Parce que physiquement aussi, ils ne répondaient pas parce qu'ils se faisaient toujours bouger. C'est là que tu dois réagir en fait. Tu as un Kouyaté, tu as Ghana, tu as 6 sur le banc. Ben, fais les entrées, tu vois. C'est de l'expérience. C'est des gars qui sont un peu plus âgés. Mais dans ces matchs-là, tu as besoin de ça, tu vois. Donc, commencer un match en 5-2-3, ok, tu marques. Mais là, quand tu vois que c'est compliqué, il faut changer. Parce que lui, il avait peur d'être à 4 derrière, 4-4-2 ou 4-3-3. Ça aurait été mieux. Parce qu'au milieu de terrain, c'est là-bas qu'on perd le match. Parce que tu vois que les relances, les transmissions, rien ne passait. Donc, une équipe qui a l'habitude d'avoir le ballon, de dominer cette CAN-ci, qui sait s'adapter. Il faut faire un choix, en fait. Parce que quand tu vois que les petits jeunes, il y a des matchs où les jeunes, ils peuvent performer ou ils peuvent jouer une partie du match, mais quand tu vois que c'est compliqué, parce qu'on a tenu jusqu'au 87e minute, il avait plein de chances pour faire des changements ou apporter quelque chose et il a été trop têtu, parce que c'est ça son problème, en fait. Parce que moi, Aliou, je suis pas Aliou out, mais ce match-là, on le perd à cause de lui, parce que lui, il est un peu dans ses idées, il n'est pas très flexible. Il est quelqu'un qui fait une erreur, tu vas lui dire, il va refaire l'erreur juste parce que Roberto Martinez d'Afrique. Non, on va pas faire ce comparaison-là. Okay. On va pas faire ce comparaison-là. Roberto, c'est un perdant. Voilà, parce qu'Aliou, il faut pas oublier qu'il a gagné une CAN. Une équipe, en fait, qui n'a jamais rien gagné. Il a ramené une CAN. Moi, je vais jamais cracher sur lui. Donc, voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui nous a amené dans deux Coupes du Monde et des Coupes du Monde où tu vois que le niveau est élevé. Donc, moi, j'ai confiance en lui. Parce que moi, je ne dis pas qu'il doit partir, mais il y a cette flexibilité qu'il doit amener. Parce que si on veut passer un certain palier au niveau continental et mondial, ben, va falloir avoir cette... Voilà, c'est dans les matchs. Parce que lui, il sait jouer en bloc bas, il sait attaquer, il sait contre-attaquer, il sait avoir la possession du ball. Ok, c'est bon. Mais quand tu vois qu'un match est compliqué, il faut savoir tourner, tu vois, parce que tu joues contre le pays hôte. Tu as le public contre toi. Et je pense aussi que ce rouge que Mané devait prendre, s'il le prend, ça aurait été un autre match. Ça nous aurait... parce que là, après, il l'a compensé. Il n'a pas sifflé le penalty de Sarr. Il a donné l'autre penalty. Il a été hyper sévère avec nous après pour compenser. Ok, je comprends. Mais je préfère prendre le rouge, jouer à 10. Et là, il faut vraiment mettre un troisième ou un quatrième milieu de terrain et aussi mettre 4 derrière que de finir le match avec Mané, qui a été très bon. Hein, parce que lui, j'ai rien à dire sur lui, mais ça nous porte préjudice après aussi. Donc, je pense que c'est ce rouge qu'il ne prend pas. Cissé qui a fait des choix qui sont un peu... Voilà, je le respecte, mais ça aurait pu changer le match, tu vois. Mais après, c'est le foot, hein, parce que là, si on finit le match... parce que Mendy, il a failli prendre le penalty. S'il prend le penalty, on finit le match, on dit tous c'est bien. Donc, je ne suis pas très, très rancunier ou déçu. Bien sûr que je suis déçu, mais pas à un degré où je baisse les bras ou il faut tout jeter. Non, on a bâti quelque chose. C'est pour ça aussi que je ne veux pas qu'il parte, parce que c'est quelqu'un qui a bâti. Depuis 2015, il a amené des joueurs qui ont tous amené leur pierre à l'édifice. Il a un plan de jeu, il sait s'adapter. Maintenant, il reste juste à peaufiner un peu le tout. Et voilà, on a des jeunes joueurs qui montent. Il y a Lamine Camara c'est en 2004, qui a joué une CAN époustouflante. Pape Gueye qui revient de suspension, mais qui nous sort des matchs, des masterclass. Il y a des joueurs qui sont plus âgés qui montent la voie. Il y a Mendy, il y a Koulibaly aussi. Je ne sais pas s'il sera là en 2025 ou pas. Mais on a déjà une base et des joueurs qui peuvent revenir en 2025 et prendre cette CAN, tu vois, parce que même à leur âge, Pape Matar et Pape Gueye, ils n'ont pas 25 ans, mais ils ont déjà 2 CAN, tu vois. Ils ont 2 Coupes du Monde, une Coupe du Monde tous les deux. Donc, c'est quelque chose qui fait en fait que j'ai confiance, parce qu'après cette CAN-là, on a gagné 4 autres titres continentaux. Moi, je me suis dit, à un moment donné, ça va s'arrêter, tu vois. Donc, quand on a perdu contre le Côte d'Ivoire, je n'étais pas très triste, parce que je me suis dit, il ne faut pas être trop gourmand aussi dans la vie. Donc, voilà, je suis confiant pour le futur. Et j'espère qu'ils tireront les leçons nécessaires de ce qui s'est passé dans ce match. Maintenant, on a un peu vu la renaissance de la Côte d'Ivoire.
d'un côté, c'est vrai que, comme un peu expliqué, c'est le Sénégal qui les laisse revenir dans le match. Mais on voit l'intention. À un moment, ils se rendent compte, on perd que 1-0. On va tout jeter. Ils mettent Aller, ils mettent Kwame, ils mettent Nicolas Pepe. Donc, ils se disent vraiment, Ah, gros, là, ils se disent là, on va tout mettre, on va tout essayer. Ils égalisent, ils vont au penalty. Et franchement, c'est une des meilleures sessions de penalty que j'ai vues. Du côté, que ce soit Côte d'Ivoire ou Sénégal, les penalties étaient tirés vraiment très Qualité. sérieusement. C'était vraiment du ras du poteau, petit filet. Toi, parce que même le penalty que Mendy sort presque, c'est genre en mode, il n'y a que celui-là où est-ce que tu peux dire, ah, peut-être pas. Et après, il y a le penalty qui fait en sorte qu'il y a une différence de but et ça continue. Mais en vrai, de vrai, je trouve que les penaltys étaient vraiment bien tirés, d'une qualité. Il y a un penalty d'Aller que moi j'ai kiffé, d'une nonchalance. Vraiment, il regarde le gardien, il met ça dans le petit filet, il dit, ah, petit, tu croyais Ça forcé. tu croyais vraiment que j'allais rater ou quoi C'est bien, les gardiens, ils aiment bien faire un peu du spectacle, ils font traîner, ils vont chercher l'essuie, ils vont boire un truc, nanana. Mais la manière de la tirer le penalty, c'est vraiment pour dire, mais tu fais quoi Tu vois, c'est pas toi qui allais m'arrêter, tu vois. Et maintenant, la Côte d'Ivoire passe au détriment du Sénégal et se retrouve en quart de finale contre le Mali. Moi, je pense que c'est le meilleur match qu'on va voir en quart de finale en termes de football. Parce que le Mali, et ça c'est le prochain pays dont je veux vite toucher, c'est possiblement avec le Cap-Vert, mais le Mali peut-être un niveau encore au-dessus, le meilleur football que j'ai vu dans cette CAN. Le Mali, c'est un pays qu'on annonce depuis. En jeune, il tape, il y a des jeunes talents qui montent, la structure, elle est là, la fédération commence à être ce que ça doit être. Mais à chaque fois, à la CAN, ils arrivent, on se dit, ah, non, pas encore. Pas encore. Je pense que cette année, on peut dire, ils sont arrivés, les Maliens. Ouais, je pense qu'après qu'on ait eu notre première CAN, il reste rien qui va le arrêter parce que c'est des pays frères, tu vois. Donc, dès le moment où nous, on a gagné, on a provoqué la table d'en face, tu vois. Donc, voilà, là, mais je vois vraiment un Mali qui est différent des années passées. Aussi, les grands frères qui sont là, il y a Seydou Keita qui est au pays, qui suit les joueurs aussi. Il y a un staff qui est... Parce que l'entraîneur, c'est un... Moi, je suis fan des équipes qui mettent des internationales en tant que coach parce que ça ramène un petit plus. C'est ce que ça signifie. Voilà, ils savent c'est quoi le maillot, c'est quoi le pays. Ça ramène quelque chose qu'un autre coach ne peut pas amener dans l'équipe. Si le coach a les qualités, bien sûr. Il a les qualités, c'est ça le truc. Il a les qualités et l'équipe aussi est très, 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 très forte. Il y a un Aïdara, mais il y a aussi des joueurs comme Amari Traoré qui est hyper régulier à Sociedad maintenant, qui a fait des belles années à Rennes. Il y a plein de joueurs qui sont très talentueux, très, très, comment dire, expérimentés aussi. Il y a même Bayo, non Oui, Mohamed Bayo, c'est malien, non Bayo, c'est pas Bayo, c'est un Guinéen. Ça, c'est raciste, ça. Désolé, j'ai confondu. Non, mais voilà, j'y crois, moi. J'y crois. Je vois le Mali être finaliste. Ok. Mais il faut toujours... L'équipe qui joue à la maison, il faut voir les CAN. Les pays organisateurs sont souvent aussi gagnants de la CAN. Wow. Donc ça aussi, on peut pas négliger ça. Mais la qualité malienne est présente et la fin aussi est là. Pour moi, Non, vas-y. Pour moi, ça va vraiment se taper. Pourquoi ça va se taper? Parce qu'il y a deux situations. Comme Cher il a dit, il y a le Mali, un pays qui veut se montrer aux yeux de tout le monde. Parce que le Mali, c'est une équipe nationale qu'on connaît dans les compétitions U20, U17, etc., qui arrive toujours loin dans ces compétitions-là. Mais quand il s'agit de CAN avec les seniors, comme on les appelle, il y a toujours quelques difficultés. Et là, ils arrivent dans un stade de compétition où la plupart des rencontres où ils ont joué, on a vu leur niveau, on a vu leur football, donc ils sont vraiment prétendants à ce titre-là. Mais il ne faut pas oublier, les gars, tu as une équipe en face qui revient de l'enfer. Tu as une équipe d'en face que le premier match, même s'ils ont gagné 2-0, c'était un match pourri, dégueulasse. Le deuxième match, je pense qu'ils le perdent. Contre le Nigeria, ils perdent face au Nigeria. Et puis le troisième match, ils sont humiliés. Et puis après ça, tu as un coach qui se fait virer. Donc tu as une équipe qui n'a plus rien à perdre. Et moi, je dis, toi, toujours, méfie-toi d'un homme qui n'a rien à perdre. Parce que quand tu n'as rien à perdre dans ta vie, tu es prêt à tout pour gagner. Et cette équipe-là, il ne faut pas oublier qu'ils sont à la maison. Ils ont eu l'humiliation. Il faut bien dire. Côte d'Ivoire, quand le Maroc avait battu la Zambie, les supporters ivoiriens, faut bouler la dinguerie, ont suivi, je ne sais pas si vous avez vu les images, ont suivi le bus marocain,
ont suivi le bus marocain jusqu'à leur hôtel pour leur féliciter. Pour dire merci. C'est une dinguerie. Donc, ça veut dire que merci, papa. Merci de nous avoir fait qualifier. Et puis maintenant, il y a le coach en intérim qui est venu. Et puis, il faut même dire, parce qu'il y a une petite anecdote qui me fait rire, c'est qu'il voulait prendre, parce qu'on n'en a pas touché un mot, Hervé Renard en prêt. Mais c'est de ouf. Ouais, c'est Donc, grave, ils ont ça. dit, le Boug, il est déjà au pays, il connaît le pays, prêtez-nous. Mais tu sais que, toi, quand ça s'est sorti, moi, je me suis dit, regarde, le truc, c'est que faut toujours faire attention avec les rumeurs, tu vois. Ouais. Et nous, comme on essaye d'être une plateforme sérieuse, je me Ouais. suis dit, je vais chercher, Ouais. jusque quand on me confirme Ouais. que c'est une rumeur. Mais à chaque fois, on me confirmait que c'était vrai. Je pouvais pas y croire que les Bougs, ils se sont dit, les gars, on a 3 jours, viens, on met Renard. Ouais. Mais il était déjà au pays. Et Oui, Hervé- mais c'est une dinguerie, Ouais. parce que tu vois, nous, on commence à faire des théories. Mais alors, est-ce qu'il savait déjà qu'on allait peut-être essayer ça, parce qu'il était déjà là? Ouais, Est-ce ouais, qu'il est là par ouais, hasard ouais, ou pas? ouais, ouais. Est-ce qu'il est venu voir le tournoi ou est-ce qu'il... Mais frangin, mais tu sais, c'est quoi une dinguerie? Mais gros, si on commence à faire ça, Ouais. c'est foutu. Ouais. Nous, on fait quoi alors pour la demi? On appelle Mourinho? Ouais, c'est vrai. en plus, Hervé Renard, il a fait un communiqué malheureusement dû aux négociations. Ça, c'est Ouais, pas ouais, vrai. ouais. Donc, ça veut dire que c'est vraiment réalisé. Mais c'est là où tu te vois que même lui aussi, il s'est trop habitué au continent. Ouais. Même lui, Il a pris ça au sérieux. même lui, il a dit, ah ouais, vas-y, appelez la fédération, on Ouais, essaye. Je suis chaud. Mais Ouais. non, gros, mais non, on essaye rien du tout. Ouais, il vit au Sénégal. Hein. C'est la folie. Il a une femme sénégalaise. Clairement, Ouais, non. clairement, il vit là-bas. Clairement, C'est marié. il vit le plus Sénégal. ici. Il a perdu le Nord. Ouais, c'est dingue. Non, mais c'est moi, ça Appelez me la fait- fédération française, moi je suis chaud, les Bon, gars. moi, ça me fait toujours penser. Tu vois, j'étais à Keene pour la première fois il y a 2 ans. Ouais. Ma mère, elle m'a dit, ma mère et mon frère m'ont dit, c'est simple. En fait, quand tu arrives à l'aéroport à Zaventem, tout ce que tu connais de la Belgique, de l'Europe, tu laisses ça là, Ouais. tu pars. Ouais. Tu prends pas avec. Ouais. Si tu prends tes logiques avec, tu vas te perdre là-bas. Ouais. Lui, il a laissé. Ouais. Mais il a pris maintenant la logique de là-bas, il veut pas la ramener. Non, lui, il veut plus. Il Il comprend veut pas plus laisser que- la logique Oui, là-bas. oui, mais non, Ouais. en fait, il faut laisser les logiques où elles sont. Et quand tu arrives, tu prends. Ouais. Tu prends la logique de. Mais frangin, donc lui, il s'est dit, Nichen, oui, appelez la fédération. Ouais. Je viens. Tu viens quoi 10 jours. Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, tu veux dire- Non, donc ça veut dire qu'ils sont arrivés dans ce contexte là-bas où il y avait plein de surprises. Et puis il y a le membre de leur staff qui était déjà là, qui reprend la sélection et qui se qualifie pour cette sélection et qui se qualifie pour l'écart. Donc ça veut dire que le Côte d'Ivoire, là, au jour d'aujourd'hui, ils ont faim. Ils ont vraiment faim parce que n'empêche après on va en parler, que même en termes d'organisation, etc., la Côte d'Ivoire, la CAN, elle est magnifique. Elle est magnifique, le public. Les stades au Cameroun, c'était à moitié vide. On voit vraiment au Côte d'Ivoire, les gens font l'effort d'aller au stade, etc. Les stades sont remplis. Il faut savoir aussi que les prix sont hyper abordables aussi. Ils sont, Oui, ils sont oui. pensés au peuple. Ouais, $7, j'entends des $7 à $15. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment pensé aux gens pour qu'ils aillent voir cette CAN. Donc ça veut dire que cette équipe nationale, quand ils vont jouer face au Mali, c'est comme si c'était à l'époque, quand les gladiateurs ils rentraient dans l'arène. Les gars, c'est chaud. Quand tu avais un gladiateur là. Comment ça s'appelle le film, la gladiateur, l'acteur là 300. Non, Non. Troy ou Spartacus? Bon, non, les types là, il était rentré dans l'arène, il y avait tout le monde contre lui là. Il devait se combattre là. le film Gladiateur. Ouais, mais voilà le c'est- film, c'est- j'ai oublié le mot, bref. Mais je sais pas comment il s'appelle le Ouais, personnage. quand le Boug il est rentré dans l'arène, bon, j'explique le contexte. Vous savez, moi j'aime trop faire le foot avec les séries, les films. Faut même, c'est Les même l'idée des mangas, podcasts. l'animé. Ouais, je kiffe ça de ouf. C'est culture. Je kiffe ça de ouf. Donc faut bien expliquer. Donc ça veut dire que c'était un ancien soldat romain de l'Empire romain qui s'est fait capturer, etc. Et puis qu'il a essayé de se délivrer. Il a voulu participer au combat gladiateur parce que ça ramenait de l'argent, etc. À l'époque, c'était quelqu'un de renommé. Et puis, je crois que c'était son premier combat. Non, c'était le combat final. Il affrontait en fait le chef de la ville, tu vois. Ouais. Et c'était le même truc. Donc, tout le stade est contre lui. Il faut savoir, c'est pour la même chose pour dire que Mali, quand tu vas rentrer sur le terrain, c'est 20 000 personnes qui seront contre toi, tu vois. Plus c'est une équipe qui a faim. Donc, ça veut dire qu'il faut faire toujours attention aux équipes comme ça. Non, clairement. On a parlé d'un côté, Mali, Côte d'Ivoire et Congo-Guinée. Mais de l'autre côté des quarts, on a Nigeria, Angola et Cap-Vert, Afrique du Sud. Mhm. Le Nigeria, c'est pas forcément une équipe qui est en mode renaissance comme la Côte d'Ivoire, mais c'est peut-être l'équipe qui est en train de le plus grandir dans ce tournoi. Quand on regarde du premier match au dernier match, on a l'impression que du match 1 au deuxième, au troisième, ils ont trouvé leur système, ils ont changé le système, ils ont mis 5 défenseurs. Dès qu'ils ont mis 5 défenseurs, ils ont vu que en fait, derrière, on est très stable, on n'encaisse pas trop. Iwobi est venu au milieu de terrain à côté d'Onyeka, si je ne me trompe pas, parce que Youssouf est sorti.
Ils ont vu que là aussi, Iwobi, il arrive à diriger. Et puis, ils mettent les 3 devant. Ça change un peu, mais normalement, c'est Osimhen, Simon et Lookman. Ah, Lookman, oui. Et Lookman. Et on se dit que ils ont maintenant un peu cette vibe du même truc qu'on a dit avec le Congo. On pense pas qu'ils vont mettre des 4-5 goals le match, mais ils ont l'air très durs à battre. Ouais. Surtout maintenant qu'ils ont trouvé leur système, on a le sentiment que non, pour leur mettre un but, il va vraiment falloir se réveiller tôt, tu vois. Donc, mais de l'autre côté, on a l'équipe Angola, tu l'as dit là tantôt, meilleure attaque du tournoi, Gelson Dalla, tout ça. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner le Nigeria contre l'Angola? Je pense que ça va vraiment être... Franchement, je dirais même que c'est celui-là le match des quarts de finale. Okay. Dans le sens où, là, maintenant, on a une équipe comme le Nigeria qui est très compacte. On l'a vu face au Cameroun. Surtout si tu as une défense fébrile en face d'un Osimhen qui presse comme un chien de garde vraiment sur tous tes défenseurs. Ça peut être dangereux. Mais de l'autre côté, on a une équipe de l'Angola qui, même contre des blocs assez bas, arrive quand même à se créer des occasions. Et en fait, ils ont des joueurs qui ont cette capacité de pénétration, à l'image de leur capitaine Freddy, qui sait vraiment bien s'incruster dans les lignes, à l'image de leur joueur, moi je l'appelle leur joueur image, un peu Gilberto, celui qui est toujours en première ligne là, quand il faut un petit peu danser là, qui a aussi une excellente qualité de passe. Et en fait, on sent aussi en face une équipe d'Angola qui est très soudée, que ce soit même dans leur manière d'entrer, dans leur manière de s'échauffer. Même célébration. Hein. Même dans les célébrations, tu vois, on sent vraiment, on sent vraiment une équipe qui fait une, tu vois. Maintenant, en face, comme tu as dit, pour moi, le Nigeria qui avait pas très mal, on va pas abuser des termes, mais c'était pas, en fait, c'était décevant bon. surtout. C'était pas bon parce que tu vois, moi, honnêtement, quand je pense une des émissions, on avait demandé qui est-ce que je voyais comme favori, comme gagnant de la CAN, j'avais cité le Nigeria. J'avais cité le Nigeria parce que ils ont une capacité offensive qui est très dangereuse. Très dangereuse. Lookman, Osimhen, comme tu as cité, avec un Chukwueze qui peut être là en sortie de banc. Mais maintenant, ce Nigeria-là que j'ai vu face au Cameroun, il faut faire très attention. Surtout que même... comment il s'appelle le défenseur angolais? Gaspard, je pense. Gaspard qui est un petit peu fautif quand même sur certaines actions. Parce qu'il me semble que c'est sa perte de balle là, qui force le gardien à sortir, à prendre cette rouge au final. Tu vois. Donc ce genre de cas-là, contre le Nigeria, ça passe pas. Donc ouais, je pense qu'on aura quand même une rude bataille entre une défense solide et une attaque qui est vraiment prête à tout pour aller mettre... s'il faut 2 ou 3 buts. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier de préciser aussi, la dernière rencontre Nigeria-Cameroun, pour moi, on dirait que les Nigériens, ils n'avaient pas forcé. Non, moi, j'ai eu le même sentiment. Voilà. J'ai le même sentiment qu'ils n'ont pas dû forcer pour battre le Cameroun. Non, ils n'ont pas dû forcer, mais on sent quand même qu'ils y ont mis l'intensité. Oui, mais ils ont pas dû... On dirait qu'ils pouvaient encore donner plus. Ils ont je vois. Ça t'as l'impression qu'ils jouent avec le frein en main un peu parce que on n'a pas encore vu le Nigeria à sa capacité maximale. Je pense pas. Ouais, parce que c'est vrai que quand ils ont accéléré un petit peu le jeu en fin de match, directement, ça a fait mouche. Ça a fait mouche, c'est vrai. Et faut pas oublier aussi qu'ils sont dans une situation où est-ce que, surtout dans le dernier match, je trouve que Osimhen, il a pas encore vraiment buté, tu vois. Mais dans le dernier match, il s'est rendu très utile et il s'est rendu compte que même si je marque pas mes goals, je peux avoir un impact et je peux faire en sorte que les gars à côté de moi prennent confiance, tu vois. C'est-à-dire que juste lui, le jour où il se réveille et que le clic se fait, il est dans la merde. Parce qu'Osimhen, ça reste Osimhen. C'est le ballon d'or africain du moment. Il a gagné le titre. Il y a la pression. En plus, comme Boniface est tombé, s'est blessé, tout le monde s'est dit c'est lui qui va changer le truc. Au début, il a commencé, c'était pas trop ça. Mais le dernier match, malgré qu'il marque pas, il fait un très bon match. Et je pense que c'est là où est-ce que le Nigeria devient très dangereux. Parce qu'il reste très serein, très stable aussi. Parce que même... comme tu as dit, le premier match où ils ont été menés, ils ont égalisé il n'y a même pas une minute. Et après, les matchs qu'ils gèrent aussi, ils marquent, ils gardent cette stabilité défensive aussi. Donc, je ne vois pas vraiment, je ne m'inquiète pas pour le Nigeria. Mais j'ai aussi un peu cette admiration envers l'Angola parce qu'ils ont prouvé qu'en restant fidèle à son jeu, et en croyant à ses propres forces, parce que eux, leur force, c'est l'attaque. Parce que quand tu as Dalla, Mabouloulou et Fred juste derrière, Freddy juste derrière, donc c'est une équipe qui est hyper dangereuse. Après, ils n'encaissent pas aussi autant de buts. Ok, Gaspard a fait quelques erreurs, mais défensivement aussi, ils sont très stables. Je pense que Nigeria aura cette tentation de vouloir gérer et pas trop forcer, mais ils peuvent tomber dans un piège où l'Angola marque
1 ou 2 buts, parce qu'après le premier but, ils vont devoir sortir. S'ils arrivent à marquer le deuxième, je ne pense pas que tu peux marquer plus d'un but face à l'Angola. Donc c'est ça en fait le piège. Très important, le Nigeria joue contre l'Angola le 2 février. Le Congo joue aussi contre la Guinée le 2 février. Et nous, on va organiser une soirée à la maison Kumba, à Clémenceau, à Bruxelles, où vous pouvez venir voir les 2 matchs en live. On fera un podcast en néerlandais après. Il y aura des beignets, il y aura à boire, il y aura une bonne ambiance, de la musique. Venez célébrer. Si le Congo gagne, on n'est pas loin de Matongé. Donc on peut pull-up directement. Si vous cherchez les infos, venez sur notre page Instagram, l'AD1, Coca-Sport, tout ça. Vous allez trouver toutes les infos. Donc, très important. Et puis, il nous reste seulement une affiche à débattre. Le Cap-Vert, qui est une des Football. surprises de cette CAN. Une des grosses surprises. Qu'il y a déjà eu. Tout le monde est une surprise à ce moment. La grosse c'est vraiment surprise, très gros. c'est le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud. On a déjà un peu... Aussi une grosse surprise. On en a déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'on attend du Cap-Vert, Yodi? Je veux d'abord te le poser à toi parce que fanat du Barça, fanat du beau foot. Ouais. Quand on voit le Cap-Vert, on a l'impression de retrouver une nation qui est aussi dans les petits triangles, jouer au ballon derrière, tout ça. Donc, comment tu as trouvé cette équipe et qu'est-ce que tu penses Moi, pour les franchement, cartes? une équipe que j'aime bien voir jouer parce que c'est comme on dit, c'est une équipe qui fait vivre le ballon. C'est vraiment une équipe qui fait vivre le ballon et qui joue comme ça avec une sorte, je dirais même, je dirais pas, on va dire tiki-taka, mais je dirais même plus vers le Joga Bonito en fait. Ok. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En fait, une équipe vraiment qui joue avec une joie, une passion. Et maintenant, on espère voir, personnellement, pour les quarts de finale, j'espère voir un match très ouvert de leur part. Un match très ouvert, ils vont pas hésiter à se projeter vers avant parce que, allez, peut-être comme c'est une nation assez surprise, ils vont peut-être, comme dirait, ils vont peut-être jouer, par exemple, avec ce léger freinage là pour se dire que, ouais, attention, cette fois-ci, les erreurs peuvent se payer cash. N'importe quel trou, parce qu'on sait que quand tu es assez offensif, tu laisses beaucoup d'espace dans ta défense. Ouais. Mais quand on voit comment ils ont joué aussi contre la Mauritanie, on se dit qu'ils vont y aller. Ils peuvent y aller, ouais. On se dit qu'ils vont y aller. Après, maintenant, la Mauritanie, non, sans vouloir cracher dessus ou pas, tu vois, c'était vraiment la nation. En fait, c'était une nation totalement prenable pour le Cap-Vert et pour leur façon d'aborder les matchs. Et malgré ça, ils n'ont pas eu facile. Parce que la Mauritanie, Ça a été quand même solide. Parce moi, ce que j'ai aimé, c'est que la Mauritanie sont arrivés en mode écoute. AK-47. Comme tu as dit, on n'a rien à perdre. On Donc, va on va jouer. aller à du 100 à l'heure. Que ce soit techniquement parfait, non. Que ce soit toujours juste, non. On va aller du 100 à l'heure. Ouais. Et tu vois que ça a quand même posé problème au début au Cap-Vert. Ils ont dû... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois? Ils ont dû gérer ça, tu vois? Il y a dû y avoir une erreur de la part de la défenseur mauritanien pour qu'il marque. C'est là que je me pose des questions parce que si le Cap-Vert joue son jeu, ils peuvent passer. Mais quand je vois le match, parce que la Mauritanie aussi, ok, c'est une équipe qui n'est pas très populaire, mais niveau prestation, ils ont été très, très respectables. C'est ça aussi que je veux. Parce que je ne veux pas dire qu'ils ont eu des difficultés face à la Mauritanie qui est, entre guillemets, faible, parce qu'ils ne sont pas faibles. Mais voilà, il faut vraiment faire attention qu'on ne se fasse pas surprendre. Tu vois. Ils doivent faire attention à ne pas se faire surprendre, mais en tout cas, moi, je pense qu'on va vraiment assister à un match ouvert. Et je m'attends quand même à de bonnes prestations là, de leurs 2 attaquants, Ryan Mendes et Bébé. Mendes, il est chaud. Mendes est très très fort. Vrai joueur. Ouais. Il est homme du match d'ailleurs, je pense, en 8e ici. Mais maintenant, de l'autre côté, là, on a vu une Afrique du Sud qui, personnellement, mis à part le 4-0 là, qu'ils avaient mis en groupe, je ne les ai pas trouvés non plus comme la nation surprise parce que vraiment, il y avait plusieurs nations qui nous impressionnaient un peu plus, que ce soit la Guinée équatoriale, le Cap-Vert dont on en parle. Tu vois. Donc, je ne les voyais pas un petit peu comme cette nation surprise et je ne les voyais même pas à ce stade-là de la compétition. Mais maintenant, Ils ont sauté le Maroc. Ouais, ils ont sauté le Maroc. Et en fait, ils ont sauté le Maroc avec une façon tellement décontracte que tu te dis que ce match, en fait, tu peux t'attendre à tout. Tu peux t'attendre, soit tu as un festival de buts, en tout cas, tu vas voir vraiment du beau football. Exactement. Je pense qu'on va vraiment assister à un très beau match. Après, j'aimerais bien rajouter un truc que mon père il m'a dit hier. Quand on regardait le match, il m'a dit tu peux, n'importe quelle équipe, tu peux jouer contre n'importe qui. Mais quand il y a une équipe en face où 8 joueurs ou 9 joueurs jouent dans la même équipe et c'est le 11 de base, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. C'est vraiment Très chaud. Clairement. Et ils connaissent le continent. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud de les battre. Voilà. Parce qu'il a dit, mentalement, ils savent comment chacun joue, tu vois. Ils savent quand l'autre, il fait les décroches parce qu'il va à l'entraînement. Il va au match. Donc, ça veut dire, lui, il voit ça toute l'année. Il voit ça toute l'année. Donc, ça veut dire, les Marocains, ils ont dit, ouais, sûrement, c'est l'Afrique du Sud. Il n'y a que des joueurs du pays et tout. On va passer tranquille. Mais ils ont dit, frère,
On joue tous les, comme disent les Flamands, espérons que Dahma, comme, allez, c'est ce qu'on dit, allez, on va aller Hanidou, expliquer que Dahma, Jérôme, comme, tu vois, donc ça veut dire que c'est un truc. C'était, en fait, pour moi, d'un côté, j'étais heureux, et d'un côté, je me dis, en fait, ça fait plaisir, parce qu'en fait, l'Afrique du Sud, indirectement, ils ont montré au monde entier que le championnat africain, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Il faut pas négliger ça. C'est pour ça que moi, je dis le match face au Cap-Vert, moi, je vous dis, si vous voyez demain l'Afrique du Sud en demi-finale, il ne faudra même pas être étonné. Voilà. Il ne faudra même pas être étonné parce que c'est deux équipes. Cap-Vert qui est une équipe surprise. Et en fait, on va dire que l'Afrique du Sud, pour moi, c'est un club. Désolé, c'est le nom du club, je l'ai perdu. Mamelodi Sundowns. Voilà. Pardon? Mamelodi Sundowns. Voilà, ce club-là, tu répètes, s'il te plaît. Mamelodi Sundowns. Voilà, Mamelodi. Oh, bon, je vais pas dire, je vais commencer C'est moi Sundowns. Voilà, Sundowns, tu vois, pour moi, c'est ce club-là qui est sur le terrain. Donc, ça veut dire que c'est un club contre une équipe nationale, tu vois. C'est des bails qu'on faisait à l'époque sur FIFA. Maintenant, c'est réel. C'est réel le bail. Donc, ça veut dire que quand tu as des situations comme ça, les gars, si vous laissez trop d'espace, il y a des bouts qui vont tirer de loin, ballon, ils font ça à l'entraînement, goal. Hein. Donc, ce sera un match pour moi très ouvert et je pense que ce sera le plus bon match à voir. Et je pense qu'il faut préciser, parce que tu dis que c'est une équipe qui est constituée de 8 joueurs du même club. Il faut savoir que l'Égypte, quand ils font le triplé 2006, 2008, 2010, il y a une équipe qui est formée des joueurs à l'Ahli, des joueurs locaux qui se retrouvent en équipe nationale. Et c'est ça, en fait, ça te rend très fort parce que c'est des joueurs qui sont habitués au foot africain, qui se connaissent. Et il y a une cohésion que c'est difficile à battre, tu vois, parce que une sélection, tu te rassembles pendant 4 semaines pour la CAN, mais normalement, tu ne te vois pas chaque jour où il n'y a pas cette cohésion, ces automatismes qui sont en place. Donc, c'est très, très bon d'avoir des joueurs qui se connaissent très bien, surtout dans des tournois comme la CAN. Très rapidement, qui est-ce qu'on voit en demi-finale? Je vais commencer. Nigeria-Angola. Nigeria, Nigeria. Aaron? Niger. Yodi? Angola. Ok. Bon, ça fait 2 Nigeria, donc on va toi dire Nigeria. Hein? Et toi? Moi, je suis modérateur. Modérateur, fédérateur, moteur. Tout avec les R, c'est moi. Non, franchement... Dictateur. Franchement, je pense aussi le Nigeria, mais j'aimerais bien l'Angola. L'Angola, j'aimerais bien. Mais donc, on va dire, première équipe qu'on va passer, Nigeria. De l'autre côté, Cap-Vert, Afrique du Sud. C'est difficile, là. Tic-tac. Tic-tac. Cap-Vert. South Africa. Cap-Vert. Moi, je veux dire Cap-Vert aussi. Ça veut dire que la première demi-finale, pour nous, ce serait Nigeria-Cap-Vert. De l'autre côté, Mali, Côte d'Ivoire. Mali. Mali puissance si. Même si on réfléchit. Parce que en fait, j'ai le son là. Pi, Mali. Mali. Oh là. Ouais. Et tu sais que je pense Mali aussi. Mali puissance si. Ouais, je pense Mali va se qualifier. Mali. Moi. Non, on va aller sur la Côte d'Ivoire. Ouais? Ouais, on va aller sur la Côte d'Ivoire. Moi, je vais quand même dire le Mali. Ouais. Ah, ça veut dire que de l'autre côté, on a Mali-Congo. Parce que le dernier match, je ne vais pas demander. Ouais. Donc, Nigeria, Cap-Vert, Mali, Congo. C'est les demi qu'on pense qu'on va voir ici. Je vous invite aussi en commentaire à mettre vos demi, les affiches que vous pensez qui vont tomber. Et puis, on verra ça à la prochaine émission. Une question, maintenant qu'on a parlé des matchs, on a donné nos pronostics, etc. C'est une question qu'on a déjà beaucoup posée, on en a déjà beaucoup parlé, surtout en off, mais aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est une question qui mérite de se poser quand même. Est-ce la meilleure CAN que nous avons vécue? Et peut-on même dire que c'est peut-être le meilleur tournoi d'équipe nationale qu'on a vécu? Parce qu'avec Yodi, on en parlait là tantôt. On a dit, mis à part la finale de la Coupe du Monde au Qatar, là. Parce que cette finale-là... Ça, c'est un next level. C'est trop. C'était Endgame. Endgame. C'était autre. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu regardes juste la compétition, moi, j'ose mettre cette CAN clairement à côté ou même au-dessus de la Coupe du Monde du Qatar. Moi, du coup, Honnêtement, ouais. Non, mais tu peux y aller. Hein. Ben, moi, du coup, comme on a discuté en off, je la mets clairement au-dessus. Ouais. Peut-être de très peu, mais je la mets clairement au-dessus parce qu'en fait, chaque jour, il y a une surprise. Parce que tu vois, à la Coupe du Monde, il y avait quand même certains matchs qui paraissaient logiques. Au bout d'un moment, tu vois, ça commençait à paraître logique. C'est plutôt le dénouement du match qui te mettait un petit peu dans une certaine incertitude. Mais à la fin,
tu savais que le favori, entre guillemets, gagnait, même si voilà, il y a quelques surprises. Mais là, mais qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, je comprends pas. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il faut vraiment être fou. Je reviens vers vous, les parieurs. Il faut vraiment être fou. Il faut vraiment être fou pour mettre de l'argent sur quelconque match de cette CAN-là. Quelconque match. Même les matchs où les gens pensaient que les Guinées équatoriales, Côte d'Ivoire, ils se sont dit, ouais, vas-y, on va mettre 10 € sur la Côte d'Ivoire, ça va passer. Paf, 4-0. Maroc, Afrique du Sud, paf, 2-0. Non. Moi, franchement, personnellement, en fait, comme on l'a dit au début de cette émission, même quand t'es pas appliqué dans les deux équipes qui jouent, tu vis cette CAN tellement c'est prenant émotionnellement parlant, tu vois. Et je dirais même que c'est même pas, tu sais que cette CAN, on dit que c'est le meilleur tournoi. Moi, personnellement, je crois que c'est le meilleur tournoi parce que là, ça ne concerne plus les Africains. Parce que même tout le monde regarde. Tout le monde du foot. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Même je vois certaines pages qui tiennent des comptes fans de certains clubs. Parle de la CAN. Comment ça, les c'est grave quand même. Ils ne calculent même plus les championnats. C'est indéniable en fait. Parce que la CAN, c'est Fabrizio Romano, c'est indéniable. J'ai même vu sur TikTok des gens des pages consacrées à la NBA parler de la CAN. Non mais c'est grave. Non, personnellement, on est sur le meilleur tournoi. Non, tu sais que moi, ça fait des années que je dis ça et on me dit toujours t'es fou. Mais quand tu as suivi les CAN 2004, 2006, 2008, tu te rends compte que c'est du foot, mais c'est plus que du foot, déjà. Et il faut savoir que l'Afrique, c'est le continent qui procure le plus de joueurs, le plus de talents au monde niveau foot. Parce que c'est un continent qui produit beaucoup de joueurs, mais aussi un continent qui regroupe beaucoup de joueurs aussi qui restent dans le continent, qui jouent là-bas, qui sont hyper performants. Par exemple, Percy Tau, il est passé par Bruges et Brighton, mais c'est un des meilleurs joueurs de l'Afrique du Sud, tu vois. Et il y a plein de joueurs qui ont fait carrière en Afrique. Je pense aux Égyptiens, les El Hadari, d'autres joueurs de cette génération-là qui ont fait carrière en Afrique, qui ont marqué leur pays. L'Afrique, le foot, c'est quelque chose ok, c'est un jeu, mais il y a tellement de conséquences, il y a tellement de choses qui viennent en fait avec que c'est plus que ça. Et c'est ça que les autres... Parce que la Coupe du Monde, il y aura des équipes qui vont faire des calculs, qui vont dire maintenant, aujourd'hui, je vais faire un match nul ou quelque chose comme ça. Et ici, la CAN, il n'y a eu que la dernière journée des phases de groupe où il y a eu des 0-0 qui ont été un peu arrangés, tu vois. Mais pour le reste, tout le monde vient pour battre l'autre. La Guinée finit 3e parce qu'ils sont venus contre le Sénégal en mode on va gagner, on va prendre la première place au lieu de jouer le match nul et de finir 2e. C'est ça le truc, parce que c'est une question d'honneur aussi. Il y a des équipes, plein d'équipes il y a le Sénégal, mais il y a le Mali qui est voisin, Guinée voisin, Cap-Vert voisin. Il y a plein de voisins qui se rencontrent. Il y a plein de derbys qui ont eu lieu. Et là, c'est plus parce que ma mère, elle disait, on est sorti face au Côte d'Ivoire, mais elle a dit, si on avait perdu contre la Guinée, je serais plus sorti de ma maison, tu vois. Parce que c'est toujours plus que ça. Parce que là, on sort en 8e, mais tant qu'on n'a pas perdu face à la Guinée, on est bien. C'est des choses comme ça qui font que la CAN, c'est plus que ça. Il y a la Copa América il y a le derby mais classico entre l'Argentine et le Brésil qui est très coté, mais j'ai pas cette rivalité entre la Belgique ou la France. Ok, ça chamaille un peu, mais il y a pas il y a quelque chose qui change en Afrique parce que il y a des joueurs qui sont prêts à mourir sur le terrain juste pour rendre fier leur pays. Quand tu vois comment Lamine Camara inonde le stade après le match, tu te rends compte que lui, c'est un gamin, il a enchaîné CHAN, CAN U20, il a tout gagné, il voulait ajouter la CAN. Il a même pas, c'est en 2004, tu vois. Donc, il faut savoir que le foot, là-bas, c'est sacré. C'est ça la différence. Il n'y a pas, je vais négocier un nul, Non, il faut gagner, il faut taper l'autre. C'est quelque chose d'honneur, tu vois. Et quand il y a 24 équipes qui se battent pour une seule coupe et qui sont prêts à tout pour faire ça, voilà. Tu te rends compte, Stade de Dakar, 40 000 places, tout le monde a un laser, il fixe. Tout le monde tu vois, il y a une différence, tu vois. Mais je pense que tu as cité plein de raisons pourquoi cette CAN est une des meilleures ou la meilleure CAN que nous avons vécue. De ouf, il y a aussi de loin. bien sûr le niveau du foot. Le niveau des équipes, il n'y a rien à dire. On voit vraiment du beau foot, on voit des équipes super compétitives. Mais Aaron, il y a aussi l'organisation. La Côte d'Ivoire, nickel. soit ils ont organisé un tournoi où est-ce que franchement,
T'as On a rien à dire. T'as rien à dire. T'as rien à dire de début jusqu'à la fin. Côté organisationnel, pour moi, c'était impeccable. J'ai pas beaucoup entendu de plaintes de la part des gens d'autres pays pour dire ouais, on a été mal reçus, les hôtels étaient mal servis, etc. Et j'ai aimé en fait cette communion des populations africaines. Parce que je pense que c'est une des seules cannes où j'ai vraiment vu ça en fait, que je suis africain. Et je pense que le Côte d'Ivoire, ils ont bien organisé ça. Comme tu peux voir les supporters marocains qui sont là avec des supporters ivoiriens ou sénégalais qui dansent, qui font... Tu te rappelles de la cérémonie d'ouverture où il y avait Taiki et Taiki et Dadju. eux, ils disent que la CAN, c'est l'événement phare de l'Afrique qui se tient. C'est notre Super Bowl, c'est notre tour en fait. Tout le monde se rassemble et c'est ça que voilà, Oui, ça que tu vois, tu vois. Et voilà, et puis quand tu vois ça, la communion entre les supporters et moi aussi, il n'y a pas eu de débordement. Faut bien le préciser. Dans beaucoup des cas, il y a des débordements, il y a des problèmes des fois avec des arbitres, il y a des problèmes des fois avec la pelouse, dont Samuel Eto'o Fekofa est responsable. La FECAFOOT, pardon, est responsable. Il y avait des terrains lamentables. Non, ouais, il faut le dire, il y avait des terrains lamentables. Et ici, il y a des stades qui ont été lamentables au début, qui ont été réglés entre les deux matchs. Nickel. Qui ont été réglés entre les deux matchs, donc ça veut dire qu'il y a du sérieux. Et moi, ça m'arrange aussi, parce que comme ça, les gens de l'extérieur, je voyais des collègues discuter aujourd'hui au travail. Je suis pas d'accord, Aaron. On doit arrêter de vouloir prouver aux autres que... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je veux prouver. Parce que là, tu vas dans la politique. Non, on va pas aller dans la politique. Je dis juste que quand tu peux faire la bonne image et quand tout le monde regarde comme ça, parce qu'il faut dire la vérité, quand une personne regarde un truc et c'est mauvais, ça va lui rester ça en tête. Si c'est bon et le monde entier a une bonne image, tant mieux, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Quand quelqu'un t'invite chez toi à la maison, tu veux que ce soit propre, tu veux pas quand même prouver. Bien sûr. Tu nettoies quand même ta maison. Bien sûr. Mais pour moi, tant que nous, entre nous, on sait que c'est propre, ça me va. Moi, les autres, ce qu'ils pensent, moi, je m'en... Mais si toi, tu invites chez toi à la maison, est-ce que ta maman ne balaye pas? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est la même chose. Ça reste dans la maison, tu vois. Oui, ça reste à la... Mais bon, là, on est en train de divaguer. là, on est en train de divaguer, on va même le politique, on va même dans les sphères familiales. Donc, Pardon. Donc, je voulais dire que même par rapport à ça, que c'est picobel. C'est picobel. Et même les choses qu'il y a à faire après les matchs, même avant les matchs, et même comment les supporters arrivent au stade. Donc, pour moi, Côte d'Ivoire, vraiment chapeau. Il faut vraiment applaudir la Côte d'Ivoire pour cette organisation et vraiment l'ambiance qu'ils mettent, en fait. Dis-toi, je suis pas à Abidjan, mais j'ai l'impression que je suis là-bas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On dirait que je suis à Abidjan. C'est une dinguerie. Et voilà, je suis heureux, je suis vraiment content en fait. Vive l'Afrique. Et encore une fois, niveau accessibilité, les tickets du stade, la bouffe, les hôtels, il faut vraiment faire un effort et c'est assez à saluer parce que avoir une CAN où tout le monde peut y accéder, n'importe ton statut social ou tes moyens, c'est assez à saluer. Mais c'est ça l'objectif, non, au final, pour faire plaisir au peuple. C'est bien de voir ça. Comme on a dit. Et bien sûr, on sait qu'il y a aussi des trucs négatifs qui se passent. On sait que c'est pas encore à 100% parfait, mais on applaudit surtout l'évolution. On applaudit surtout le fait que ça a avancé. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens aigris qui vont dire oui, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. On est au courant. On sait qu'il y a aussi de l'insécurité. On sait qu'il y a aussi des fans d'autres pays qui, le soir, sont un peu plus dans l'insécurité. On sait, on est au courant. Nous sommes des gens éduqués qui lisent aussi les informations. Mais on est là surtout pour promouvoir le positif, l'évolution. Et on espère que la prochaine, ce sera toujours meilleur et meilleur. Amen. Voilà. Il me reste que de vous remercier pour aujourd'hui, de cette belle présence. Cher Aaron, Yodi, Kibo qui est là, avec son casque sur sa grosse tête. Je suis très content de te voir aujourd'hui, mon frère. Je peux dire une petite dédicace. Fais tes dédicaces. Coucou Kimberly Dupont, tu me regardes de Mons, donc je te dis bonjour, je te souhaite joyeux anniversaire pour tes 35 ans et je dis aussi bonjour à Guilain Hubert, que voilà, ton charmant époux que tu connais depuis maintes années et merci de suivre notre émission. Voilà, coucou Kimberly Dupont. Et moi aussi, une petite dédicace à ma grande sœur Soria. Quand cet épisode sortira, ce sera ton anniversaire. Longue vie, sois béni, je t'aime très fort. Bisous. Un joyeux anniversaire à ma collègue. Joyeux anniversaire. C'est ma collègue. Cher, une dédicace. Dédicace à la famille, la maman, papa, les petits frères, ma grand-mère, tout le monde. Je vous aime et voilà. On représente le Sénégal au mieux qu'on peut.
Je termine aussi sur une dédicace. Dédicace à ma future femme. Je sais pas où t'es, mais on va se trouver. T'inquiète pas. Garde la foi. Les gars, un grand merci. Un merci à vous qui avez regardé, qui avez écouté. N'oubliez pas de partager, laisser des commentaires, liker la vidéo. Abonnez-vous, s'abonnez-vous. On est ensemble. C'est la CAN, c'est la D1. Et je vous fais des bisous. Mouah.